plupart d'entre nous savent à quel point l'eau est essentielle à la vie sur Terre. Le corps humain est composé de près de 2/3 d'eau. Il peut fonctionner pendant de nombreuses semaines sans nourriture, mais meurt après seulement quelques jours sans eau. Mais c'est plus que cela. Prenez une grande respiration. L'air que vous inspirez contient des molécules d'eau, les mêmes molécules d'eau que nos ancêtres ont inhalées, les mêmes molécules d'eau qui ont fait pousser chaque morceau de nourriture que nous avons mangé. Grâce à l'eau, nous sommes connectés à tout ce qui a vécu et vivra jamais sur Terre. Pourtant, si l'eau est l'une des substances les plus distinctives et les plus importantes de la Terre, elle est aussi l'une des plus mystérieuses. À l'époque moderne, certaines études scientifiques suggèrent que l'eau pourrait être bien plus que ce que nous savons déjà qu'elle est. Pas seulement une substance inerte qui donne la vie, mais peut-être une substance qui vit elle-même et qui se souvient. Au milieu des années 1980, Jacques Benveniste mène une carrière solide, quoique peu exceptionnelle en tant qu'immunologiste, ayant atteint le poste de directeur principal à l'Institut national français de la santé et de la recherche médicale, où il passe ses journées à étudier les allergies et les inflammations. Une grande partie de son modeste succès est due à une nouvelle méthode qu'il a découverte pour détecter les allergènes à un niveau très sensible, sa propre petite contribution à la science moderne. Cependant, Benveniste était loin de se douter que c'était cette méthode qui allait changer sa vie pour toujours, le poussant à quitter sa simple existence dans l'établissement scientifique pour entrer dans le nouveau et l'inconnu. Cela s'est produit de manière inattendue un jour où l'un des jeunes médecins de l'équipe de recherche de Benveniste a demandé s'il pouvait utiliser sa méthode pour tester l'efficacité des dilutions homéopathiques. L'homéopathie est une pratique médicale alternative qui croit que le principe de similitude guérit le principe de similitude, c'est-à-dire qu'une substance qui provoque certains symptômes peut être utilisée pour supprimer ces symptômes. Selon les homéopathes, une substance peut être diluée plusieurs fois dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Ensuite, cette eau, bien que ne possédant physiquement rien de la substance d'origine, peut être utilisée pour traiter les symptômes. Selon les homéopathes, plus la substance est diluée, plus ses pouvoirs de guérison sont puissants. L'étudiant de Benveniste voulait examiner de l'eau qui avait possédé une substance qui avait ensuite été diluée pour voir s'il y avait une base scientifique derrière les croyances homéopathiques. Benveniste s'est montré sceptique et a répondu « Essayez si vous voulez, mais il n'y aura aucun effet. Les hautes dilutions ne sont que de l'eau. » L'affirmation de Benveniste n'avait rien d'inhabituel pour la science dominante, qui avait longtemps méprisé l'homéopathie, sauf lorsque lui et son équipe se sont aventurés à mener réellement une étude. Ce qu'ils ont trouvé les a choqués. Ils ont d'abord dilué plusieurs fois dans de l'eau une substance qui provoquait une réaction allergique, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune molécule de cette substance. Lorsqu'ils ont ensuite ajouté cette eau à des cellules vivantes, elle a encore déclenché une réaction allergique, comme si la substance allergène était toujours présente. Comment cela était-il possible ? C'est comme si l'eau avait conservé la mémoire de l'allergène avec lequel elle avait été en contact. Benveniste était abasourdi, incapable de fournir une explication théorique à cet effet. Selon lui, c'est comme si l'on remuait les clés de sa voiture dans la Seine et que l'on découvrait que l'eau prélevée à l'embouchure du fleuve la faisait démarrer. Il a baptisé ce mystérieux effet la mémoire de l'eau, réalisant que si ce qu'il avait trouvé était vrai, cela réécrirait totalement les lois de la chimie et de la physique. Il a donc fait ce que tout scientifique ferait face à une découverte stupéfiante et inexplicable. Il a rassemblé ses résultats dans un document de recherche et l'a soumis pour publication à la prestigieuse revue scientifique Nature. Il ouvrait ainsi la voie à sa découverte aux scientifiques du monde entier.
C'est cette présentation qui a donné lieu à ce que la BBC a appelé plus tard l'un des documents de recherche les plus controversés jamais publiés. En recevant le travail, le comité de lecture de Nature était inquiet. Il ne pouvait tout simplement pas se résoudre à croire que les résultats de Benveniste étaient corrects, car s'ils l'étaient, ils iraient à l'encontre des lois scientifiques établies que le comité connaissait et comprenait. Plus que tout, le comité voulait rejeter la publication de l'étude. Pourtant, il n'a pas pu trouver aucune erreur méthodologique évidente dans le travail, aucune faille qui lui aurait permis de s'en sortir et de rejeter le travail sur des bases objectives. Pendant plus de 2 ans, ils ont fait des allers-retours, cherchant une issue avant de finir par accepter, à contre-cœur, de publier les travaux de Benveniste en 1988. Leur accord, cependant, était subordonné à 2 réserves importantes. Premièrement, la publication de l'étude serait accompagnée d'une note écrite par le rédacteur en chef de Nature, John Maddox, et celle-ci informerait les lecteurs qu'un article paru dans le numéro de cette semaine décrit des observations pour lesquelles il n'existe actuellement aucune base physique avant d'avertir qu'il existe de bonnes et particulières raisons pour lesquelles les personnes prudentes devraient, pour le moment, suspendre leur jugement et exposer vigoureusement certaines des lois fondamentales de la science que le travail de Benveniste aurait pu violer. En outre, Maddox a pris la décision sans précédent de faire en sorte que Benveniste accepte de refaire l'expérience sous la supervision d'une équipe mise sur pied par Nature afin d'en vérifier la qualité. C'est lorsque cette équipe est arrivée que les choses ont commencé à devenir très bizarres. Au lieu de scientifiques, Nature a envoyé un magicien professionnel du nom de James Randi et un démystificateur professionnel de la fraude scientifique, Walter Stewart, pour superviser l'expérience. Ils se feront connaître sous le nom de Ghostbusters. C'était particulièrement inhabituel si l'on considère que l'objectivité est un principe fondamental de la méthode scientifique. Les scientifiques ne sont pas censés se lancer dans une étude en recherchant des résultats spécifiques. Pourtant, Nature avait envoyé des hommes dont le travail consistait à démystifier les faits afin qu'ils entrent dans l'étude pour rechercher des résultats contraires bien spécifiques. Sans surprise, puisque c'était leur travail, c'est ce qu'ils ont fait. Au début, les répétitions de l'expérience semblaient confirmer les résultats initiaux de Benveniste. Mais lorsque les essais ultérieurs ont échoué, les Ghostbusters se sont empressés de publier la conclusion que les résultats originaux n'étaient pas reproductibles. La théorie de Benveniste sur la mémoire de l'eau, affirment hautement les Ghostbusters, est aussi inutile que fantaisiste. Le magicien professionnel James Randi a donné le coup de grâce en assimilant le travail de Benveniste à la prétention d'avoir vu une licorne alors que l'on n'avait vu qu'une chèvre. Naturellement, et peut-être à juste titre, Benveniste était furieux du processus, affirmant que lui et son équipe avaient été traités comme des criminels, que la soi-disant surveillance de Nature ressemblait davantage à une chasse aux sorcières ou à des poursuites à la McCarthy. Malgré ces protestations, la science dominante a rapidement commencé à se référer aux travaux de Benveniste comme étant une expérience largement discréditée. Aujourd'hui même, Wikipédia nous dit que la mémoire de l'eau n'est pas quelque chose qui mérite une considération sérieuse. Ignorant la question de savoir jusqu'à quel point une chose peut être discréditée par des magiciens et des chasseurs de fantômes, qui ont eux-mêmes admis que ce travail en laboratoire était au-delà de leurs compétences. Le fait est que, depuis les années 1980, le concept de mémoire de l'eau a été sérieusement pris en considération par de nombreux scientifiques du monde entier. Et ce qu'ils ont découvert va bien au-delà des travaux de Benveniste. En 1983, un scientifique nommé Luc Montagnier a fait une découverte qui a permis de graver son nom à jamais dans les livres d'histoire, en utilisant ses compétences spécialisées dans les rétrovirus.
Montagnier a découvert les sources de l'immunodéficience humaine qui conduirait à la maladie du sida. En conséquence, Montagnier a reçu le prix Nobel pour sa découverte. On peut se demander ce qu'une personne peut faire après avoir atteint le sommet de sa profession. Et pour Montagnier, la réponse a été de continuer à travailler, de continuer à chercher sa prochaine grande découverte. Pendant plus de 2 décennies, il a travaillé jusqu'à ce qu'enfin, en 2009, la découverte qu'il attendait arrive. Cette année-là, Montagnier a publié un article dans lequel il affirmait avoir été capable de détecter des ondes électromagnétiques émises par l'ADN dans un échantillon d'eau, même après que les séquences d'ADN en aient été diluées, comme si l'eau se souvenait en quelque sorte de l'ADN. Le lauréat d'un prix Nobel affirmait quelque chose qui ressemblait beaucoup aux travaux très décriés de Jacques Benveniste 20 ans auparavant. Comme Benveniste, Montagnier a été largement critiqué par la communauté scientifique dominante lorsque ses résultats ont été publiés. Pourtant, avec un prix Nobel en poche, il ne s'est pas laissé décourager. Il a poursuivi son travail et les résultats sont devenus encore plus incroyables. En 2011, Montagnier a découvert qu'un échantillon d'eau hautement dilué qui possédait les ondes électromagnétiques des séquences d'ADN qui avaient été diluées pouvait effectivement transmettre l'information à un second tube d'échantillon contenant uniquement de l'eau purifiée. En soumettant l'échantillon d'eau purifiée aux ondes électromagnétiques émises par l'ADN qui s'était trouvé dans le premier échantillon dilué, puis en déclenchant une réaction en chaîne par polymérase, les séquences d'ADN pouvaient être répliquées avec une précision de 98% à 100%. Il semblait que l'eau diluée non seulement conservait la mémoire des séquences d'ADN, mais était capable de transférer cette mémoire à d'autres eaux. Mais ce n'est pas tout. Montagnier et son équipe ont découvert qu'ils pouvaient même transmettre les signaux électromagnétiques de l'ADN de manière numérique entre ordinateurs, par Internet, et reproduire l'ADN dans une eau totalement nouvelle dans des laboratoires éloignés. Ils envoyaient un fichier audio à travers le monde à une autre équipe de recherche qui le faisait jouer dans un tube d'eau purifiée et utiliser la réaction en chaîne par polymérase pour faire une copie de l'ADN original. Il faut noter que tout le monde n'a pas tourné en dérision les travaux de Montagnier. En fait, certains ont même suggéré que c'était la révélation qui pourrait conduire à la découverte d'une vie extraterrestre. Si l'eau peut conserver la mémoire des séquences d'ADN et que la méthode de Montagnier permet de répliquer cet ADN dans les laboratoires du monde entier, alors pourquoi, ont demandé certains, cette même méthode ne pourrait-elle pas être utilisée pour répliquer l'ADN extraterrestre potentiel piégé dans l'eau trouvée sur les astéroïdes et les comètes? Peut-être cette eau contient-elle des séquences d'ADN de vie extraterrestre que nous pourrions répliquer et examiner avec les bons outils. Grâce à son incroyable travail, Montagnier a imposé son retour dans le courant scientifique dominant, organisant même un événement sur la mémoire de l'eau aux Nations Unies en 2014. Pourtant, comme Benveniste avant lui, Montagnier a souvent parlé de l'opposition, de la dérision auquel il a été confronté de la part de l'établissement scientifique. Et dans une interview, il a décrit une sorte de peur autour de ce sujet. Comme lorsqu'il s'agissait de travaux sur la mémoire de l'eau, les revues scientifiques avaient peur de les publier en raison de la terreur intellectuelle des personnes qui ne les comprennent pas. Mais quelle que soit la terreur intellectuelle que suscite la mémoire de l'eau, le travail de scientifiques comme Luc Montagnier se poursuit. En fait, presque au même moment où Montagnier travaillait sur la mémoire de l'eau et l'ADN, un autre scientifique a adopté une approche différente du phénomène. En 2007, Martin Chaplin, spécialiste des propriétés des molécules d'eau, a proposé une explication de la théorie expliquant comment la mémoire de l'eau pourrait être possible. Tout d'abord, une molécule d'eau est un dipôle dont une extrémité est chargée négativement
et l'autre positivement. L'extrémité négative d'une molécule peut attirer l'extrémité positive d'une autre. Et c'est par cette attraction que la structure de l'eau se forme. Pour l'essentiel, la structure est fluide et de courte durée, en constante évolution. Sauf qu'au sein de ces formes en perpétuel changement, il existe certaines formations stables appelées clusters, dans lesquelles les molécules individuelles peuvent être remplacées sans affecter la structure globale. Selon Martin Chaplin, ces amas statistiquement stables pourraient détenir le secret de la mémoire de l'eau, permettant à l'eau de conserver des informations sur tout ce avec quoi elle est entrée en contact et de conserver en fait une image de toute matière dans son noyau moléculaire. Serait-il vraiment possible que l'eau enregistre l'histoire de sa relation avec le monde par le biais des amas moléculaires? Et si oui, que fait-elle de ces informations? Certains scientifiques ont apporté une réponse. Masaru Emoto est un homme d'affaires, un scientifique et un auteur japonais qui s'est fait connaître dans les années 1990 après avoir mis au point une méthode pour congeler des échantillons d'eau et photographier les formes cristallines qui en résultent à l'aide d'une analyse par résonance magnétique et d'une photographie à grande vitesse. Grâce à cette méthode, Emoto a mené une étude extraordinaire et de grande envergure sur l'eau, dont les résultats ont été publiés en 2004 dans le best-seller du New York Times, The Hidden Messages in Water. Dans cette étude, Emoto et son équipe de recherche ont exposé différents échantillons d'eau à différentes intentions humaines par le biais de pensées et de mots, puis ont photographié les cristaux produits par chaque échantillon. Il est étonnant de constater que l'eau qui avait été exposée à une intention positive, aimante et compatissante, formait de beaux cristaux, tandis qu'une intention négative, colérique et craintive produisait des formations désagréables. Bien sûr, les termes beau et désagréable sont subjectifs. Alors, voyez par vous-même le cristal pour l'amour et la gratitude, pour tu me dégoûtes, pour éternel, pour la paix, pour le mal, pour merci. C'était comme si l'eau a absorbé la positivité pour en faire quelque chose de beau et transformer la négativité en quelque chose de laid. Emoto et son équipe ont poursuivi leurs études en exposant des échantillons d'eau à différentes pensées et paroles, à des mots écrits sur du papier collé contre un récipient d'eau et même à de la musique. Notez le cristal formé par de l'eau qui avait été exposé à la symphonie numéro 40 de Mozart et comparez-le au cristal formé par de la musique heavy metal. Finalement, Emoto est arrivé à une conclusion à la fois simple et profonde. Il a affirmé que des changements positifs dans les cristaux d'eau pouvaient être obtenus par l'appréciation et l'amour, par des prières et des mots de gratitude et par de la belle musique. En 2006, Emoto a cherché à le démontrer à grande échelle. Cette année-là, il a demandé à des milliers de personnes de tout Tokyo d'envoyer une intention positive à des échantillons d'eau dans une pièce de son laboratoire protégée par un blindage électromagnétique. Ailleurs, il a conservé d'autres échantillons d'eau provenant de la même source qui serviraient de contrôle et ne seraient pas soumis à l'intention des gens. Il a ensuite photographié les cristaux produits par chaque échantillon avant de demander à un panel indépendant de 100 juges de noter les cristaux obtenus en fonction de leur attrait. Comme on pouvait s'y attendre, l'eau qui avait reçu les intentions positives a reçu des notes beaucoup plus élevées pour ces cristaux. Comment cela était-il possible ? L'eau semblait non seulement se souvenir, mais aussi changer physiquement en fonction de ce avec quoi elle interagissait, même si cette interaction se faisait par le biais de pensées et de prières intangibles.
Si cela est vrai, cela changerait tout ce que nous savons de l'eau et même de notre monde. Comme le dit Emoto, l'eau est le miroir qui peut nous montrer ce que nous ne pouvons pas voir. C'est le plan de notre réalité qui peut changer avec une seule pensée positive tout ce qu'il faut. C'est la foi si vous êtes ouvert à elle. Mais comme on pouvait s'y attendre, les travaux d'Emoto ont rapidement été rejetés par le courant scientifique dominant. Pourtant, au moment même où Emoto étudiait ces cristaux, un autre scientifique, à l'autre bout du monde, menait sa propre étude sur la mémoire de l'eau, avec des résultats tout aussi étonnants. À l'Institut de statistique et de dynamique des constructions aérospatiales de l'Université de Stuttgart, en Allemagne, un scientifique du nom de Bernd Kröplin a demandé à un groupe d'étudiants de recueillir une goutte d'eau de la même source au même moment. La structure interne de chaque gouttelette individuelle a ensuite été examinée au microscope. De façon incroyable, chaque goutte a formé son propre motif unique, bien qu'elle provienne de la même source. C'est comme si l'eau avait absorbé et retenu quelque chose de chaque élève et s'était modifiée en conséquence. Kröplin et son équipe sont allés plus loin, en mettant différentes espèces de fleurs dans différents échantillons d'eau provenant de la même source. Là encore, les gouttelettes obtenues à partir de chaque échantillon ont produit des motifs totalement différents selon la fleur. Les chercheurs ne se sont pas lassés, répétant l'expérience encore et encore avec différentes combinaisons, exposant l'eau à la musique, aux ultrasons et même aux micro-ondes d'un téléphone portable. Et à chaque fois, l'eau provenant de la même source produisait des motifs différents en fonction du traitement. Il semble vraiment que l'eau se souvienne et se modifie en fonction de ce avec quoi elle entre en contact. Si l'eau reçoit réellement des informations de tout ce avec quoi elle entre en contact et se modifie en conséquence, que veulent dire ces changements pour l'eau elle-même et pour la santé des êtres humains et de notre planète ? Victor Schauberger est né le 30 juin 1985 dans le petit village autrichien de Holzschlau. Fils d'une longue lignée de maîtres forestiers remontant à plusieurs générations, Schauberger a grandi en tant que garçon de la forêt, passant souvent plusieurs jours d'affilée dans les bois avec son père. C'est là qu'il a développé une observation aiguë de la nature, en particulier de l'écoulement et du comportement de l'eau. On sait qu'il pouvait s'asseoir dans la solitude et fixer le murmure d'un ruisseau pendant de longues heures sans se lasser. Il semblait à beaucoup que le jeune Schauberger avait une sorte de connexion avec les bois que les autres n'avaient pas. Ce n'était peut-être pas une surprise, comme il l'a dit lui-même. Depuis ma plus tendre enfance, j'avais la plus grande ambition de devenir garde forestier comme mon père, mon arrière-grand-père et son père avant lui. Lorsqu'il a atteint l'âge de l'université, son père voulait qu'il aille à l'université à Vienne et devienne arboriculteur comme ses frères. Mais Schauberger pensait que les enseignants dans les salles de classe ne feraient que déformer sa vision de la nature et que le meilleur professeur de la forêt était la forêt elle-même. Il a donc obtenu son certificat de garde forestier et est parti en apprentissage auprès d'un garde plus âgé. Il a obtenu son premier contrat solo en 1920, à l'âge de 25 ans, en supervisant une immense forêt pour un prince allemand. C'est à cette époque que Schauberger a montré à quel point son lien avec la forêt était spécial. Tout d'abord, il a utilisé sa compréhension unique de la façon dont l'eau s'écoule et de la façon dont elle cherche à s'écouler pour inventer une méthode de transport des troncs d'arbres depuis une montagne, connue sous le nom de flotteur à tronc. Cette invention allait permettre de réduire les coûts de transport du bois à 1/10 et a fait gagner au prince allemand des sommes fantastiques. Et tout au long des années 1920, il continue à déposer des brevets pour de nouvelles inventions presque chaque année, devenant ainsi
renommé pour ses connaissances et gagnant le surnom de magicien de l'eau. Mais malgré tout son travail et tout le prestige qu'il en retire, un moment restera toujours marquant pour Schauberger, une expérience qui façonnera totalement sa vision de la nature et du monde. Alors qu'il visitait un district éloigné dans les montagnes avec de vieux chasseurs, Schauberger a été conduit à une ancienne cabane en pierre qui recouvrait une source naturelle utilisée depuis longtemps par les chasseurs. À un moment donné, les chasseurs ont décidé de démolir la cabane, aussi vieille et décrépite soit-elle. Mais lorsqu'ils l'ont fait, la source s'est presque instantanément tarie, ce qui, selon les chasseurs, n'était jamais arrivé auparavant. Il fallait faire quelque chose, car ils avaient besoin de cette source. Mais quoi ? Finalement, quelqu'un a fait la suggestion inhabituelle et peut-être désespérée de reconstruire la hutte. Aussi incroyable que cela puisse paraître, lorsqu'elle fut reconstruite, l'eau revint presque immédiatement. C'était presque comme si l'eau avait une mémoire des pierres et revenait quand elles redécouvraient leur présence, défiant la gravité pour chercher les pierres sous la terre. Plus Schauberger réfléchissait à cette source, plus il lui apparaissait clairement que l'eau n'était pas une simple substance chimiquement inerte. L'eau était vivante. Pour reprendre ces mots, « Je considère l'eau comme le sang de la terre. Son procédé interne, bien que non identique à celui de notre sang, est néanmoins très similaire. C'est ce processus qui donne à l'eau son mouvement. » Fort de ces années d'expérience, Schauberger a avancé que l'eau vivante tourbillonnait et pulsait de manière très spécifique lorsqu'elle était saine, ce qui lui permettait de conserver sa pureté et sa fonction. À l'inverse, l'eau pouvait mourir si elle était maltraitée. Sa vitalité dépend de la façon dont elle coule, l'eau de source naturelle étant le meilleur choix et le plus sain puisqu'elle provient d'un environnement préservé à l'intérieur de la terre. À partir de cette prise de conscience, Schauberger a commencé à craindre la façon dont les humains utilisent et traitent l'eau à l'époque moderne, en la faisant passer par de longs canaux rectilignes et des dispositifs cylindriques que l'on ne trouve pas dans la nature, avec de nombreux virages à angle droit, contrairement aux courbes douces d'un ruisseau ou d'une rivière. Schauberger était convaincu que ce traitement entraînait la dégradation de la structure naturelle de l'eau. Si l'eau est un être vivant, c'est alors de cette façon qu'elle meurt. Ce que cela impliquait pour la planète et les êtres humains qui dépendaient de l'eau pour leur survie terrifiait Schauberger. En fait, il a passé les dernières années de sa vie à travailler furieusement à la mise au point d'un appareil qui produirait de l'eau vivante en simulant le mouvement des torrents de montagne. Pour cela, beaucoup de gens de la science dominante se sont moqués de lui, ce à quoi il a répondu « Ils m'appellent le dérangé, l'espoir est qu'ils aient raison. Il n'est ni plus ni moins important qu'un nouveau fou erre sur la terre. Mais si j'ai raison, et que la science a tort, alors que le Seigneur Dieu ait pitié de l'humanité. » La question de l'impact de la façon dont nous gérons notre approvisionnement en eau a été explorée à une époque plus moderne par Masaru Emoto, en utilisant la même méthode que celle utilisée pour examiner l'eau chargée d'intentions humaines. Emoto a étudié les cristaux produits par des échantillons d'eau provenant de différentes sources. Il a constaté que l'eau des sources de montagne produisait de beaux cristaux, tandis que l'eau du robinet des villes japonaises ne formait que des cristaux incomplets et que l'eau du robinet de Londres, en Angleterre, ne formait pas de cristaux du tout. Des décennies après que Schauberger ait théorisé que l'eau était un être vivant qui pouvait mourir, il semblait qu'Emoto montrait que, d'une manière ou d'une autre, quelque chose n'allait pas avec l'eau des villes, une eau transportée et traitée par des moyens non naturels. Mais pour quelle raison ? En 2005, une équipe de biophysiciens russes dirigée par Konstantin Korotkov s'est rendue dans une région reculée du Venezuela pour y mener une étude révolutionnaire.
Leur destination était Roraima, une région dont les eaux n'avaient jamais été en contact direct avec les humains et connue par les tribus locales comme la mère de toutes les eaux. Pendant 3 jours, les scientifiques ont traversé la savane vénézuélienne, la jungle et finalement escaladé un mur de 800 pieds pour atteindre le sommet de Roraima, où l'eau était dans un état de pureté unique. Leur mission était de tester l'eau à l'aide d'un appareil que Korotkov avait mis au point pour mesurer la lueur électrophotonique autour des membres de son équipe, des plantes, des objets et bien sûr de l'eau. En bref, ils allaient mesurer les propriétés énergétiques de la mère de toutes les eaux. Korotkov et son équipe ont émis l'hypothèse que les eaux de Roraima pourraient avoir 2 voire 10 fois l'énergie de l'eau normale. Mais lorsqu'ils ont commencé leurs analyses, les résultats les ont stupéfaits. L'eau du Roraima n'était pas 2 fois plus active, ni 10 fois, mais 40 000 fois plus active que l'eau normale. Ses propriétés énergétiques étaient si importantes que Korotkov et son équipe ont conclu que l'eau du Roraima et l'eau habituelle étaient des substances fondamentalement différentes. Plus incroyables encore furent les effets de l'eau du Roraima sur l'équipe de recherche pendant son séjour. En utilisant le même appareil que celui utilisé pour mesurer les propriétés énergétiques de l'eau elle-même, Korotkov a constaté que le champ d'énergie des membres de son équipe montait en flèche chaque fois qu'ils se trouvaient au sommet du Roraima. Là où Masaru Emoto avait montré dans ses travaux que l'eau des villes semblait malade d'une certaine manière, ici, Korotkov montrait que les eaux vierges de Roraima semblaient déborder d'énergie et de vie et semblaient même capables de transférer ses propriétés énergétiques aux personnes qui l'entouraient. C'est pourquoi, ces derniers temps, nombreux sont ceux qui, comme Schauberger, ont consacré leur vie à tenter d'inventer un moyen de ramener l'eau à un état vierge plus naturel, avant qu'elle ne soit affectée par l'humanité, pour en fait lui redonner vie. Cette eau vivante est souvent appelée eau structurée. En 2014, un scientifique nommé Guy Londechamp a publié les résultats de 5 années de recherche sur des sujets ayant bu de l'eau structurée à partir d'un dispositif de structuration qu'il avait inventé. Selon Londechamp, les sujets ont vu une augmentation de 80% de leur champ énergétique après un seul verre. Des études similaires examinant les effets de la consommation d'eau vivante au lieu de l'eau qui sort des robinets dans les villes ou même de l'eau en bouteille se poursuivent à ce jour, avec des résultats similaires. Mais l'idée que l'eau puisse être vivante ou morte, énergétique ou non, est une idée qui remonte bien au-delà de la science moderne. De nombreuses traditions humaines parlent de sources d'eau curative sacrée, du fleuve Gange en Inde à l'eau sacrée du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes en France, en passant par des sources de guérison déclarées dans le monde entier. Mais allez plus loin et rappelez-vous l'expérience de Masaru Emoto qui a montré que l'eau pouvait être infusée avec l'intention humaine. De nombreuses traditions religieuses et spirituelles dans le monde entier semblent suivre ce concept. Pensez à l'eau bénite utilisée dans le christianisme pour le baptême ou aux ablutions rituelles avec les prières quotidiennes dans l'islam. Pensez à la façon dont les moines bouddhistes chantent au-dessus de l'approvisionnement en eau de la communauté, ou comment, dans les traditions indigènes d'Amérique du Nord et du Sud, l'eau peut être rituellement infusée avec une intention de guérison par les prêtres et les chamans. Dans chaque cas, la conviction est la même. L'eau peut être transformée en quelque chose de meilleur si elle est traitée correctement. Ces connaissances anciennes ne sont-elles pas justement confirmées par les études modernes ? En fait, Korotkov et Emoto ont tous deux étudié directement le lien spirituel. Korotkov a étudié de l'eau sur laquelle on avait chanté dans des monastères russes et a constaté qu'elle avait une qualité énergétique beaucoup plus élevée que l'eau ordinaire. Il a même travaillé sur l'influence mentale à distance sur l'eau, en demandant à des guérisseurs d'envoyer leur influence et leurs intentions à des échantillons d'eau provenant du monde entier.
et a constaté à nouveau que les pensées des guérisseurs provoquaient des changements significatifs dans les niveaux énergétiques de l'eau ciblée. Emoto, pour sa part, a testé les eaux du barrage de Fujiwara avant et après avoir reçu une prière d'1 heure du révérend Kato Oki, le prêtre en chef du temple Jiyuin, et a constaté qu'après avoir été infusée par la prière, l'eau produisait des cristaux beaucoup plus beaux. Peut-être, comme c'est souvent le cas, les traditions anciennes possédaient-elles un savoir qui a été oublié ou passé à la trappe à l'époque moderne sur la vie de l'eau et la façon dont elle peut être modifiée? Mais si cela est vrai, la question est alors de savoir ce que cela signifie pour nous à l'époque moderne. Comment la connaissance d'une eau vivante, d'une eau dotée d'une mémoire qui change fondamentalement ce qu'elle est, peut-elle modifier notre compréhension et notre interaction avec le monde qui nous entoure? Pour répondre à cette question, nous pourrions revenir à une dernière expérience réalisée par Masaru Emoto, peut-être sa plus célèbre et la plus spectaculaire. Dans l'expérience, Emoto a mis de côté 3 gobelets, chacun contenant une tasse de riz recouverte d'eau. Pendant 1 mois, Emoto répétait chaque jour à l'un des gobelets « Merci ». Au 2e gobelet, il répétait « Tu es un idiot ». Et au 3e, il ne disait rien du tout. À la fin du mois, le riz du gobelet « Merci » fermentait bien et dégageait un arôme agréable. Puis le riz dans le gobelet pour « Idiot » était noir et mort, et le riz dans le gobelet du méprisé avait pris une couleur bleu-vert avec de la pourriture. Réfléchissez à ce que cela suggère. L'eau imprégnée de vie par des intentions positives conduit à une croissance saine, tandis que l'eau imprégnée d'intentions négatives, ou simplement laissée dans le mépris, conduit à la pourriture et à la mort. Est-il possible que les humains aient besoin d'une eau vivante pour leur santé et leur vie, et qu'en buvant l'eau morte que l'on trouve dans les villes modernes, nous nous empoisonnions en fait? Pensez à la propagation rampante des problèmes de santé mentale dans les temps modernes, au niveau stupéfiant de dépression et d'anxiété. Cela pourrait-il avoir un rapport avec notre eau? Sommes-nous en train de pourrir de l'intérieur, comme le riz d'Emoto? Pour certains, la solution à ce problème d'eau perçue est simple. Nous devons boire de l'eau vivante provenant de dispositifs structurants, comme ceux créés par Schauberger et l'onde de champ. À défaut, nous pouvons au moins prendre le temps de prier, de chanter ou d'envoyer de bonnes intentions dans un verre d'eau avant de le boire ou dans une baignoire avant de nous baigner. En d'autres termes, nous pouvons et devons, au quotidien, utiliser la mémoire de l'eau et sa capacité à se transformer en quelque chose de vivant et de sain pour notre propre bénéfice. D'autres, cependant, suggèrent que notre connaissance de l'eau vivante et de son incroyable mémoire peut être poussée beaucoup plus loin dans la poursuite de la santé humaine. En fait, certaines études récentes suggèrent même que l'eau vivante et sa mémoire pourraient être un facteur crucial dans l'avenir de la thérapie du cancer, en permettant la transmission de substances curatives qui n'ont actuellement aucun moyen d'utiliser leur fonction en clinique. Et pourtant, il n'y a pas que les effets directs de l'eau sur la santé humaine, mais aussi les effets potentiels sur les aliments que nous mangeons. Schauberger, pour sa part, a toujours affirmé que l'eau vivante était bien meilleure pour l'agriculture, ce que de nombreuses études récentes montrent aujourd'hui comme étant vrai. Par exemple, une étude récente du Water Technology Center de l'Université agricole du Tamil Nadu en Inde a donné à des agriculteurs de l'eau provenant d'un dispositif de structuration et leur a demandé d'arroser certains champs avec cette eau structurée et d'autres avec de l'eau normale. Les résultats ont montré une augmentation étonnante de la croissance et du rendement dans les champs utilisant l'eau structurée, doublant effectivement la production de blé, de tomates, de courgettes, de poivrons verts et de haricots. D'autres études ont montré que l'utilisation d'eau structurée permet de préserver l'eau, d'améliorer la santé des sols, de réduire le besoin de pesticides et même de faire pousser des aliments plus savoureux et de meilleure qualité nutritionnelle.
Il est incroyable de penser qu'à l'heure de la crise agricole mondiale, l'eau vivante associée à la permaculture pourrait être la clé pour nourrir facilement le monde entier. Compte tenu de ces immenses avantages potentiels pour la santé humaine, l'agriculture et la santé de la planète, il est extrêmement bizarre qu'une partie de la science dominante continue de tourner en dérision et d'écarter les concepts d'eau vivante et de mémoire de l'eau. Peu importe le nombre de preuves qui affluent, la science bien pensante continue à déprécier, à discréditer ceux qui travaillent dans ce domaine, comme elle l'a fait pour Jacques Benveniste. Un article paru dans Vox à propos de Masaru Emoto est révélateur de l'attitude adoptée par une grande partie du culte de la science sur le sujet. Là se trouvent les narratifs de cette pensée dominante. Peu de scientifiques ont essayé de démentir ces affirmations, considérées manifestement ridicules, bien qu'ils n'ont pas prouvé que les chercheurs sur la mémoire de l'eau avaient tort. C'est que les inquisiteurs de la science se sentent offensés par le fait même de ces recherches, alors qu'ils n'amènent aucune preuve du contraire. Pourquoi une attitude aussi ferme de la part de la doxa scientifique, dont nous savons à quel point elle s'est trompée dans le passé à maintes reprises? John Maddox, alors rédacteur en chef du magazine Nature, qui s'est occupé de l'article initial de Benveniste sur la mémoire de l'eau, a peut-être accidentellement fourni une réponse lorsqu'il a déclaré « Ce n'est pas tant que nos esprits sont fermés, mais que nous ne sommes pas prêts à changer nos idées de la façon dont la science fonctionne. » Mais c'est justement cela. Parfois, un changement radical de point de vue est nécessaire. Le soleil tournait autour de la Terre jusqu'à ce que ce ne soit plus la vérité. Avec ce qui est en jeu ici, sur ce sujet, cela pourrait être aussi l'un de ces moments. Comme le dit le dicton, parfois l'hérésie d'aujourd'hui devient la vérité de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les futures notifications. Je tiens à remercier du plus profond du cœur les personnes qui me font des dons, car ceci m'aide beaucoup dans mes recherches et pour continuer la production et la diffusion de toutes ces vidéos. Vous pourrez trouver tous les liens en description sous la vidéo. Bien à vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.